je vais vous tenir un discours justement qui m'est permis par le fait que j'ai une grande ancienneté. C'est-à-dire que je ne vais pas vous tenir un discours très académique, entre guillemets. Je vais vous dire exactement ce que je pense après une carrière assez longue dans l'éducation physique, donc je reste un amoureux, mais que des fois je finis par pas bien comprendre, surtout quand je lis les textes. Et voilà, c'est une vision qui a le mérite de l'honnêteté. J'espère qu'il y aura peut-être un petit débat, vous pouvez être choqués. Moi, c'est vraiment ce que je pense. À la suite d'une double casquette que j'ai toujours cherché à tenir, je m'excuse, il y a des problèmes techniques, il faut que je me recule. J'ai toujours essayé de garder une casquette de femme sportif et en même temps de prof de gym passionné. C'est-à-dire que je pense que cette césure qui a été installée peut-être de façon artificielle entre d'un côté le mauvais sport qui pense qu'à flinguer les gens et puis d'un autre côté l'éducation physique super altruiste qui veut l'épanouissement des élèves, etc. Ce que je trouve totalement intéressant à revendiquer. Elle n'a pas de raison d'être, parce que tous les deux, ils se basent sur la volonté de développer une motricité élaborée. En éducation physique, une motricité élaborée, c'est un passage incontournable pour obtenir les objectifs éducatifs auxquels on aspire. Parce que quand vous avez une motricité qui est asymptotique du zéro, faire vivre une citoyenneté en acte, aider l'autre, etc. Je ne vois pas comment on peut faire quand déjà on ne peut pas trop s'aider soi-même. Alors, encore une fois, c'est un petit peu la teneur de ce que je vais essayer de vous démontrer, en essayant de l'appuyer sur des bases qui soient relativement solides. Et puis, comme vous êtes extrêmement jeune dans la majorité, même si dans la salle il y a un de mes profs de l'époque, et puis aussi mon chef aux différentes agrégations. La majorité d'entre vous, il y a une chose que j'aimerais vous transmettre, c'est un peu d'enthousiasme pour cette discipline, j'allais dire, qui n'est pas qui devrait être la discipline phare de l'éducation. Mais je vous le dis comme je le pense en plus. Au moins une discipline complètement autonome et qui n'a rien à envier aux autres disciplines auxquelles on est en train de se soumettre en quelque sorte. Bon voilà, c'est un petit peu ce que j'ai envie de vous dire, de façon caricaturale. Je ne sais pas trop faire comment, j'étais un ancien athlète, moi je courais dans un couloir d'1m22 et puis il ne fallait pas en sortir. Ben, j'ai continué au niveau psychologique. Alors, l'intervention que je vous fais, elle s'appelle développement et évaluation des ressources motrices des élèves. Quand les gens de la EPS m'ont contacté, ils m'ont dit « Est-ce que tu peux parler de l'évaluation des ressources ?» Et je leur ai dit bah, « Bien sûr, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, surtout si ça peut être compris par des gens qui sont pas obligatoirement des enseignants d'éducation physique. J'ai en ce moment pas mal d'amis qui viennent et qui me demandent de traduire aussi des fois un peu les textes institutionnels, donc ça je trouve que c'est un peu dommage. Parce qu'il faut qu'on soit lisible de l'extérieur. Si on veut avoir un rôle éducatif premier, il faut que les gens comprennent ce qu'on fait. Et s'ils veulent comprendre ce qu'on fait, eh bien, il faut aussi que nos évaluations elles soient lisibles. Donc il ne faut pas que vous soyez bridés par des volontés institutionnelles. Je ne suis pas en train de tirer à boulet rouge sur les textes, hein. Mais il faudrait quand même qu'il y ait une sorte de mise à plat, une clarification qui permette, j'allais dire, à tous de dire, ben voilà, quand ils font de l'éducation physique, ils partent de là et voilà où ils arrivent. Et donc s'ils arrivent à un niveau supérieur à où ils sont partis, c'est intéressant, c'est une discipline importante. Et on restera dans l'éducation à ce moment-là. Donc évaluer les ressources, c'est bien, mais à quoi ça sert si on renonce à tout ce qui relève du développement? Alors il y a des discours qui sont, pour moi c'est un enjeu fondamental pour la justification de l'utilité sociale de l'EPS et sa spécificité dans le cadre des disciplines scolaires. J'ai toujours souffert, et même quand j'avais votre âge, de la forme de complexe qui s'est un peu installée, que j'ai vu évoluer, hein, doucement. Quand on a eu l'intégration
à l'éducation nationale, moi j'ai commencé ma carrière, j'étais jeunesse et sport, donc ça remonte, hein, c'était l'époque des instructions officielles de 67, les camemberts, là, etc. Vous connaissez peut-être ça en histoire. On ne se posait pas trop la question de savoir si on était différent des autres disciplines, si on leur ressemblait, etc. Puis petit à petit, j'ai vu monter le fait que on est tombé dans une forme on a recherché l'orthodoxie, puis petit à petit, j'ai l'impression qu'on a eu le complexe d'être des enseignants d'éducation physique, des profs de gym. Hein, parce qu'il n'y a que nous qui nous appelons profs d'éducation physique. Hein, même pour les gamins, on est des profs de sport. Que le honte il y a à ça, peu importe, c'est une question de terminologie. Notre spécificité, c'est la motricité. Et si on n'a pas de souci de développer la motricité, eh bien, comment est-ce qu'on va pouvoir envisager d'avoir une action qui soit particulière, qui soit forte, plus importante ou différente des autres disciplines? Hein, si on le finit par leur faire plus que des discours, alors vous avez passé ce cap-là, mais moi j'ai connu l'époque où carrément on ne faisait plus que parler avec les élèves, quoi. Hein, et ça m'a toujours un petit peu choqué. Alors un point de vue qui est sans doute suranné, il n'y a aucun problème, mais vous éviterez de lancer des pierres aux vieux, mais je vais être vraiment d'une franchise absolue. Ce que je vous dis là, c'est quelque chose que je pense profondément. Je pense même que c'est un discours que vous pouvez tenir avec les modulations nécessaires dans les concours. Parce que il y a des gens qui sont institutionnellement, qui ont un pouvoir institutionnel, et qui pensent des choses à peu près identiques à ça. Donc il ne faut pas non plus, à condition bien sûr que vous soyez capable de l'argumenter, il ne faut pas vous coucher en pensant qu'est-ce qu'ils veulent que je leur dise. Non, il faut aussi vous dire, moi je pense ça, j'ai tel type d'expérience, il y a telle connaissance qui me permettent de l'affirmer, et dans les éléments que je vais soulever, et puis que les idées reçues qu'on a tendance à véhiculer un peu trop souvent dans nos disciplines, eh bien en réalité elles n'ont pas de fondement, elles n'ont pas vraiment de fondement scientifique. Alors, vous me ferez la grâce d'admettre que j'ai quelques connaissances scientifiques, et il n'y a rien qui me convainc sur le fait de dire qu'on ne peut pas développer les ressources en milieu scolaire. Pour moi, c'est une aberration. Je vais essayer de vous démontrer ça. Alors, une fois qu'on les aura développés, là, par contre, il faudra se préoccuper des outils pour l'évaluer. Parce qu'à ce moment-là, sinon, ça n'a plus d'intérêt. On développe, s'il suffit de dire « Oui, oui, on a développé, mais montrez-le-nous que vous avez développé. » Donc, ce point de vue, il se traduit par plusieurs interrogations de mon point de vue incompréhensibles. Alors ça a été mes souffrances d'enseignant. Hein. Je m'en suis bien remis, hein, c'est pas le problème, mais c'est des choses qui m'ont quand même toujours un peu irrité. Pourquoi depuis son intégration scolaire, l'EPS semble avoir honte de sa fondatrice spécificité? Pourquoi ce serait pas noble? Alors je sais que le corps c'est le Denis, etc. Mais pourquoi la motricité, le corps, hein, c'est le terme véhiculé souvent par les danseuses ou les danseurs, mais le corps, c'est quelque chose de noble. On vit avec toute notre vie. Hein. Pourquoi développe-t-elle à ce point un discours d'impuissance acquise dans le seul domaine qui lui soit propre, le développement de la motricité? J'espère que... Alors, j'ai pas suivi l'actualité depuis que je suis à la retraite, mais ça m'irrite d'entendre les gens qui disent « Mais on peut pas en milieu scolaire développer la motricité. On peut pas développer les ressources. C'est pas possible. » Je vais faire l'inventaire des arguments qui sont donnés. Moi, je perds quand même jamais de vue que... J'aime bien les proverbes. Et il y en a un joli qui dit « Quand on veut, on trouve des moyens. Quand on veut pas, on trouve des excuses. » Vous êtes jeune, vous êtes dynamique. Faites-la vivre, cette discipline. Faites-la vivre. Hein, parce qu'il y a plein de moyens pour le faire vivre. Et c'est marrant parce que ce discours-là, avec ma double casquette, je le tiens en ce moment dans des fédérations. Et les fédérations, elles le reçoivent beaucoup mieux que le reçoit l'éducation physique. Hein, je me suis commis là dans ce que je ne pensais pas être un sport au départ, la fédération de golf. Hein, c'est vrai que le golfeur, souvent, il arrivait
parce qu'ils ne pouvaient pas faire autre chose. Eh bien en ce moment, maintenant, il y a en gros la moitié du temps qui est consacré à la préparation physique, au développement des ressources. Et pas avec des horaires qui sont pléthoriques non plus. Parce qu'eux, ils y croient. Pourquoi a-t-elle tant de mal à se mettre d'accord sur les secteurs qui lui reviennent de droit et sur lesquels elle devrait fonder sa légitimité? Ce serait assez simple de dire, bah d'accord, on n'est pas comme les autres. Nous, notre secteur, c'est ça, et les objectifs éducatifs auxquels qu'on revendique aussi, au même titre, ben on va les fonder, mais sur autre chose que la verbalisation ou des choses comme ça. Même si on a le droit d'en faire de la verbalisation. Mais faire que de la verbalisation en éducation physique, ou alors disons en éducation, on ne parle plus du physique. Pourquoi se réfugie-t-elle dans des revendications attrape-tout qui, loin de la positionner, la dilue dans la mosaïque des disciplines scolaires? Alors au niveau historique, dès qu'il y avait un nouveau truc qui arrivait, l'éducation physique, elle sortait au premier rang. Ah, nous, on peut faire, donnez-nous, on va faire de la citoyenneté, là, on va leur apprendre à lancer le disque et ils vont bien payer leurs impôts. Enfin, il y avait un moment, c'était tout ce qui passait, on pouvait le faire mieux que les autres. Il ne faut pas exagérer non plus. On a peut-être des secteurs dans lesquels on va être performant, plus performant, et d'autres dans lesquels on aura peut-être un petit peu moins à faire. Mais à force de vouloir agréger tous les objectifs du monde, on finit par perdre, j'allais dire, notre centre de gravité. Pourquoi a-t-elle tant de mal à se doter d'outils d'évaluation compréhensibles par tous et qui pourraient exposer au grand jour son utilité sociale? Pour que l'utilité d'une discipline soit exposée et comprise, il faut que les gens qui ne font pas partie du sérail, ils comprennent, y compris les élèves. Allez, je me commets sur une petite anecdote, là. J'ai eu une petite conversation avec mon petit-fils, là, il n'y a pas longtemps, au téléphone. Je lui dis, alors comment ça marche l'école? Et en éducation physique, bien sûr. Oh, il me dit, ouais, c'est pas marrant parce que mon fils était volleyeur professionnel, lui il joue pas mal au volley. Il dit, on est dans un cycle de volley, on a commencé par une montante descendante. Et puis je me suis retrouvé au dernier truc, et puis j'ai gagné. Et la prof, elle m'a mis avec le plus mauvais. Alors lui, il a le droit de bloquer la balle, etc. Et puis on prend des rousses parce qu'il n'en prend pas une. Alors quand j'arrive à mettre un service se matcher, on me dit non, non, surtout pas, il faut l'envoyer à la main. Et elle me dit, la prof me dit, mais ce qui compte, c'est que tu lui expliques. Mais il dit, je lui explique, il comprend rien. Et je lui dis, bah bon, écoute, là pour le volley, peut-être c'est difficile en milieu scolaire, je défends la discipline. Alors, il me dit, oui, mais je connais le truc maintenant. Il dit, la prochaine fois, on va avoir un cycle d'endurance, elle va me demander de courir à cloche-pied. Ouais, mais derrière l'anecdote, il y a quelque chose d'important. On dit tout le temps, et il y a des super... Jean-Yves Rochex, il a dit, il faut arriver à partir des représentations des élèves pour leur apprendre à en partir. Ça, c'est notre rôle. Leur faire vivre autre chose que... Mais est-ce qu'on part vraiment des représentations des élèves? La prof, elle me demande, toujours mon petit-fils, elle me dit, alors, qu'est-ce qui est important là, dans le volley? Je dis, c'est gagner. Elle me dit, mais non, surtout pas. Vous voyez, il y a une sorte de... Alors bon, c'est anecdotique, mais c'est vrai, hein, c'est vrai, 100%. Alors, il n'y a pas que les forts qui veulent gagner, les faibles, ils aimeraient bien gagner aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a peut-être des moyens à trouver pour que tout le monde trouve son compte. Ça, je ne suis pas du tout contre. Mais il ne faut pas non plus exagérer et tirer la discipline vers le bas. D'accord? J'allais dire par le bas, mais... Voilà. Alors, pourquoi ces interrogations? Pourquoi cette... parce qu'elle a progressivement perdu un peu de vue le levier prioritaire de son action éducative, à mon sens. C'est-à-dire qu'à force d'aller chercher des objectifs de plus en plus éducatifs, nobles, enfin, et encore une fois, que je revendique, eh bien, elle a oublié un petit peu qu'une action éducative, certes, était à rechercher, et que ces objectifs étaient les mêmes que les objectifs du système scolaire, mais notre rôle, c'est de les transmettre par la motricité. Pas que la personne vous raconte comment il va être un bon citoyen, qui vous le montre,
parce qu'il va dans une APS donnée se mettre au service de, parce que, enfin, etc. Mais par le biais de la motricité. C'est notre créneau. Et on n'a pas à en avoir honte. Au contraire, les autres profs, ils nous envient, là, hein, en réalité. Et nous, on se vassalise par rapport à eux. Je suis pas d'accord, moi. Puis je voudrais que vous, en rentrant dans la carrière, là, je voudrais que vous ayez cette volonté-là. Une démarche qu'elle a pourtant toujours revendiquée, elle l'a toujours revendiquée. C'est la motricité, c'est etc. Mais on s'en éloigne, à mon avis, beaucoup trop. Alors, bon, je vous ai donné quelques... Tiens, une carte par le bas. Le PS est une pratique d'intervention qui exerce une influence sur les conduites motrices des participants en fonction de normes éducatives implicites et explicites. Oui, on a des normes éducatives, on les respecte, mais on veut avoir un rôle sur les conduites motrices. Le PS est une discipline d'enseignement qui, en s'appuyant sur la motricité, donne pour objectif de développer chez les élèves les capacités organiques et motrices, c'est de contribuer au développement de la personne, transmettre des connaissances et des savoirs relatifs à la pratique des APS, mais ça ne veut pas dire être capable de raconter les règles du rugby. Ça veut dire être capable de les mettre en œuvre. Sinon, faisons de l'instruction civique pour faire de la citoyenneté. Bon, encore une fois, je suis caricatural, mais on ne changera plus, parce que même si on me met un blâme, il m'en faudra 10 pour avoir un avertissement, puis quand j'aurai 10 avertissements, on me mettra à la retraite, mais j'y suis déjà, donc c'est pas grave. Et puis, l'objet de l'éducation physique, quand vous regardez chez Marc Durand, se structure autour de 3 composantes essentielles: le développement, l'apprentissage et les attitudes. Hein, le développement des ressources. J'insiste pas, c'est pour montrer que dans les textes, c'est toujours là, c'est toujours apparent. Les textes actuels, vous les connaissez mieux que moi, vous avez intérêt à les connaître aussi pour le CAPES ou la GREG, ou même parce qu'on va vous les mettre. On le voit donc bien, le rôle de l'EPS et donc de l'enseignant qui la met en œuvre, c'est bien de poursuivre, certes des objectifs éducatifs, mais en s'appuyant sur la motricité de l'élève. Si on s'appuie sur la motricité pour avoir des objectifs ambitieux, eh bien, il faut se préoccuper de l'amélioration de cette motricité, si on veut des objectifs ambitieux. Sinon, motricité ridicule, objectif éducatif par le biais de la motricité, très faible. C'est basique, mais c'est comme ça que je le vois. Mais alors, comment concevoir que nous puissions être convaincus de l'importance de notre rôle dans le système scolaire si parallèlement nous doutons de l'efficacité de l'action que nous pouvons exercer sur le développement des ressources? Là, je rentre dans un autre créneau, c'est on n'arrête pas, et on est quasiment les plus véhéments par rapport à ça, on n'arrête pas de dire on peut pas. Alors des fois c'est parce qu'on le pense, des fois c'est parce qu'on nous balance, là on tombe avec 30 furieux en face de soi et puis on dit qu'est-ce que j'en fais? Mais des fois c'est parce que soi-disant des scientifiques nous l'ont dit, mais ils n'ont jamais dit ça les scientifiques. Puis des fois des fois cette inféodation là, à la science, elle est incompréhensible. Du style, mais non, il y a un tel qui a montré qu'on ne pouvait pas améliorer VO2 max, donc on ne peut pas développer l'endurance. Mais attendez, mais l'endurance, VO2 max, c'est un aspect parmi 25 de l'endurance. Déjà, vous améliorez vos élèves si vous leur donnez envie de courir un peu plus longtemps. Ils améliorent leur performance. Donc ils améliorent leur endurance. L'endurance, c'est quelque chose qui se touche, c'est pas VO2 max. Qu'est-ce qu'on a à faire VO2 max? Moi, j'ai entraîné à une époque les 2 champions de France successifs aux 1500 mètres. Il y en avait un, il avait 83 de VO2 max. C'est pas mal, hein, vous en avez, s'ils étaient tous comme... s'ils étaient aussi nombreux, là, on pourrait plus respirer. L'autre, il avait 66. Mais le deuxième, il a gagné l'année d'après. Pourtant, il y avait le jour et la nuit au niveau de VO2 max. Mais il y en a un, c'était un petit teigneux, il était capable d'accumuler du lactate, il avait une technique de course qui était bien supérieure, une vitesse... L'endurance, c'est pas une propriété privée de VO2 max. D'accord? Bon, etc., etc. Donc derrière des recherches scientifiques qui sont très cohérentes, mais un scientifique, il ne cherche pas à...
jamais le scientifique il a dit c'est pas possible de développer l'endurance. Le scientifique il a dit on peut pas développer VO2 max. Et nous, on globalise tout ça et on dit en avant on peut pas développer l'endurance. On vient de nous le dire. La science nous l'a dit. Vous savez la science, hein. Moi quand j'ai débuté en physio ma carrière, les choses qu'on m'apprenait, hein, les pâtes c'était des sucres rapides. Hein. Maintenant c'est des sucres lents, c'est devenu autre chose. Bon. Donc la science elle est dure, mais des fois elle est molle. Une action qui, il nous semble, doit demeurer une préoccupation centrale de l'action de l'enseignant de PS. Or, de celle-ci, il sera très difficile d'atteindre les objectifs éducatifs qui lui sont confiés par l'institution en servant de l'outil l'acte moteur, je l'ai déjà dit. Pourtant, les limites évoquées pour démontrer notre incapacité à développer les ressources des élèves ne sont pas toujours très justifiées, même s'il n'est pas question d'en nier l'influence. Bien sûr que c'est difficile quand on a peu d'horaire. Mais même à ce niveau-là, je vous fais juste une petite démonstration. On a combien d'heures de PS? Mettons en 6e. Il faut répondre, hein. Vous le savez mieux que moi. On va dire 3 4. Magnifique. Mais nous, on ne peut pas avec 4 heures développer les ressources. On ne peut pas. On n'a que 4 heures. Par contre, le gamin, quand il va faire du sport à l'extérieur dans les fédérations, lui, il peut développer ses ressources. Personne ne se pose la question. Bien sûr, alors, un sport, eux, ils peuvent développer leurs ressources. Mais attendez, on ne parle pas du sport de haut niveau, là. On parle du sport. Qu'est-ce qu'il fait, le gamin qui est au club de foot? Il fait 2 heures d'entraînement le mercredi. Il joue son match de foot quand il ne fait pas banquette parce que son entraîneur ne veut pas qu'il joue. Mais lui, il n'a pas 4 heures, mais lui, il peut développer ses ressources. Il faut réfléchir aussi des fois à ça. 90% de la pratique sportive hors scolaire, elle a des horaires qui sont plutôt plus faibles que les nôtres. Alors pourquoi on ne pourrait pas? On ne pourrait pas parce que le niveau initial des élèves est vraiment faible. Ah, il est de plus en plus faible, hein, on est d'accord. Hein, les ordinateurs, machin, l'obésité, etc. Je suis d'accord, les élèves, je les ai vus évoluer aussi. Oui, mais le problème, c'est que plus le niveau initial est faible, plus les progrès ils peuvent être grands. Parce que moi, je peux vous dire, j'ai passé ma vie à essayer de faire passer un gars de 10-2 à 10-1. C'est long, hein. Mais quand ils vont 25 secondes au 100 mètres, lui faire courir en 20, c'est assez facile. Bien sûr, c'est anecdotique, mais c'est réel, ça. C'est réel. Quand on a un niveau initial bas, la majorité, on peut la faire progresser. Et plutôt plus vite que quand ils sont déjà à un niveau plus élevé. C'est aussi, il y a des éléments qu'il faut prendre et puis aussi retenir, parce que après, quand on se fait des systèmes d'évaluation où on met d'un côté le progrès et que c'est quelque chose de linéaire, c'est vrai que ça n'avantage pas l'effort, hein, parce que si vous avez le petit ailier rouge au 3x500, pour lui faire gagner quelques secondes, ça va être difficile. Hein. Comprenez ce que je veux dire? Peut-être que vous ne connaissez pas l'ailier rouge, c'est peut-être aussi pour ça. Donc, niveau initial des élèves, surcharge des classes, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Mais il y a des APS où on peut établir des regroupements, mais il y a des APS aussi où on peut faire des groupes de niveau. C'est pas honteux de faire des groupes de niveau. Encore une fois, ça peut vous choquer ce que je dis. Alors c'est une sélection absolutiste d'un pouvoir centralisé, ouais peut-être, mais enfin bon, les gamins quand vous leur demandez de se choisir eux-mêmes, bon c'est vrai que c'est un peu vexant pour le gars qui est pris après les filles, hein, mais je veux dire les gamins entre eux ils ont vite compris, hein, Donc surcharge des classes c'est un problème, mais ça se gère, ça se gère. Une école d'athlétisme ou une école de foot du mercredi, posez-vous la question, est-ce que les effectifs, ils ne sont pas pléthoriques eux aussi, quoi. D'accord? Mais c'est un problème, je suis d'accord, c'est pas facile. Si c'était facile, ce serait pas amusant, hein, de toute façon. La nature des installations. On n'a pas d'installation. Alors c'est pas moi je suis un super prof, c'est pas ça, mais moi j'ai passé ma vie à me construire du petit matériel. Si vous venez samedi, je vous en montrerai du petit matériel. Bricolé dans la cave, etc. Alors bien sûr,
Oui, mais l'institution devrait nous... je suis d'accord qu'elle devrait faire mieux. Je suis d'accord qu'on devrait avoir plus d'installations. Mais on vit avec notre métier toute là. Il faut aussi se bouger, quoi. Il faut aussi se bouger. Hein, sinon, après, Macron, il va nous dire que les fonctionnaires, ils ne foutent rien. Il y a la contrainte des textes. Alors, les textes nous disent qu'il faut passer dans tant de CP, qu'il faut faire tant de trucs, qu'il faut passer du niveau 1 au niveau 2, etc. Mais alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si on applique, c'est l'esprit aussi des lois. Hein, ça veut dire que si à un moment... on nous dit en 6e, il faut atteindre le niveau 2, etc., que le gamin il est au niveau 4, vous allez le faire régresser. Il faut faire... Et personne... Mais encore une fois, je parle sous le contrôle de notre ancien inspecteur général qui est pas loin de ces idées-là. Hein. Donc ça aurait été bien si vous l'aviez en jury en face de vous, mais les jurys ne sont pas contre ces arguments-là. Hein. Mais on a l'impression que vous êtes encore plus frileux que les... Alors des fois, il y a des inspecteurs, ils rigolent pas avec les textes, mais il y en a quand même qui comprennent quand même, si vous leur expliquez bien. Puis surtout si d'à côté, vous leur montrez que vous avez envie de faire. Et puis il y a l'appropriation abusive des anathèmes scientifiques. Les enfants, avant de se marier, n'ont pas le droit de faire du lactique. Quelle connerie! Vous le faites, moi j'ai pas. Encore une fois, vous avez évolué dans quelque chose qui avait déjà maturé. Et moi je l'ai vécu de plein fouet tout ça. J'ai passé 5 ans de ma vie en bahut à dire aux gamins dans les cours d'endurance, moins vite, ralentis, sois régulier, faut pas que tu dépasses 120 pulsations minutes. Puis c'était des petits élèves de 6e. Et puis un jour, je me suis dit, mais au repos, là, il va à 100. Alors donc, je le fais lever, il fait de l'endurance. Et puis après, je les voyais dans les cours de récréation, les gamins, blam, 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 ils allumaient. Alors bon, maintenant, ils allument moins. Hein. Mais c'est ridicule. Cette connaissance scientifique sur le fait que le lactique, c'est un problème du sport de haut niveau, de l'entraînement intensif précoce. Mais on ne peut pas à la fois reprendre les arguments de l'entraînement intensif précoce et puis de l'autre côté de dire on n'a pas assez ses horaires. Parce qu'on ne leur fait pas l'entraînement intensif quand même. Ah, je sais pas, vous comprenez ce que je veux dire? Le gamin, c'est pas parce qu'il va faire une fois un 80 mètres plein pot et puis il va enchaîner que derrière il va mourir. Toutes les dernières avancées scientifiques au niveau des lactates montrent que le gamin, certes, il produit moins de lactate qu'un adulte, mais certes, il élimine moins bien le lactate, mais il en produit moins. Donc, pas de panique. Hein. Faut pas faire de la force aux enfants. C'est une aberration. Parce que ça veut dire qu'on ne connaît que les poids et haltères pour développer la force. Bien sûr, moi je passe mon temps à développer la force chez les gamins, les petits golfeurs de 7, 8, 9, 10 ans. Je leur fais faire du neuromusculaire, je leur fais faire de la vitesse, je leur fais faire de la vélocité. Et leur force, elle monte comme ça. Parce que la force, c'est autant le système nerveux que le muscle. Ah, bien sûr, ils ne font pas du développement, ils ne font pas du volume, hein, ça c'est sûr. Donc, arrêtons de prendre les anathèmes scientifiques comme si c'était du pain béni. Encore une fois, on n'a pas le même métier. Le scientifique, lui, il cherche à mettre en évidence l'influence d'un paramètre. Et c'est très bien qu'il fasse ça. Il isole un paramètre, il regarde l'effet que ça peut aller, il dit, voilà, là-dessus, je peux voir. Mais il n'y a aucun scientifique qui vous dit, pour autant, la qualité physique, qui, elle, est influencée par un millier de trucs, n'est pas possible à développer. Je me rappelle d'une conférence, quand je faisais de la physio, je me rappelle d'une conférence qui avait été faite par le professeur Lacour. Alors, ça vous dit rien? C'est un très grand physiologiste, vous savez, les fibres rouges, les fibres rapides, les fibres lentes, c'est lui en réalité. Hein, donc, très haut niveau. Et un jour, il vient faire, on organisait à la Fédé d'athlètes, on organisait un colloque, et il vient nous parler justement des fibres rapides, des fibres lentes, etc. Il nous montre le truc, et puis alors il y a des questions qui fusent, bien sûr, d'entraîneurs.
Et si on fait une myopsie gamin et qu'on détermine s'il a un pourcentage élevé de fibres rapides, est-ce qu'il sera bon en vitesse? Le professeur Lacour, il était gêné, il dit, écoutez, on pourrait dire qu'il a un indice important, mais on vient de mettre un test dans mon laboratoire fantastique pour savoir qui est le plus prédisposé à la vitesse. Dans le labo, on a tracé une ligne, on en a mis une 30 mètres plus loin, on a mis 10 personnes les unes derrière les autres, on a donné un départ, le premier qui arrive, c'est lui qui est le plus doué pour la vitesse. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'autres choses que les fibres. D'accord? Donc attention, vous n'avez pas le même métier, prenez avec précaution les avancées scientifiques. Il faut en avoir plein. Moi j'ai guetté tout ça, mais avec du recul quand même, parce que quand mon gars qui a moins de VO2 il gagne, je suis content. Hein. Donc voilà. Mais je sais par contre qu'il peut encore aller plus vite si je lui améliore son VO2. Et puis j'en aurais bien d'autres à lui dire, on ne va pas perdre plus de temps. Pour autant, nos possibilités d'action sur le développement des performances motrices, moi, elles me semblent complètement réelles. Et ce n'est pas une impression, c'est vérifié par des évaluations relativement simples. Premièrement, parce que notre action, elle intervient à un âge favorable. C'est-à-dire qu'entre la 6e et la terminale, c'est vraiment l'âge où on peut faire un millier d'acquisitions. J'aurais tendance à dire, si on pouvait même débuter plus tôt, ce serait encore mieux. On ne peut pas, au final. Mais vous êtes parents quand même, hein. Ou vous le serez. Enfin, vous n'y êtes pas encore, mais vous le serez. Pour certains d'entre vous. C'est une source d'emmerde, hein, quand même. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc, il y a des âges, par exemple, où le développement neuromusculaire, la vélocité, l'adresse, on construit des réseaux neurosynaptiques en pagaille. Alors on sait maintenant qu'on peut, à tout âge, on peut en construire, mais ça va tellement plus vite à certaines périodes que si on met le paquet à ce moment-là, mais ça va à une vitesse, mais c'est pas 25 séances, c'est 2-3 séances. Il y a des choses qui évoluent très vite, il y en a qui évoluent un peu moins vite, mais celles qui évoluent moins vite, on va dire que c'est pas notre job. Donc âge favorable. Parce que le niveau physique moyen des élèves n'exige pas des quantités de travail inenvisageables pour être sensiblement améliorés. Plus ils sont d'un niveau modeste, plus ça va vite à progresser. Et comme la vitesse de progression, c'est aussi un garant de la motivation, ben on fait un paquet cadeau et ça nous permet d'avancer plus vite. Parce que les ressources influençant la motricité restent très diverses. C'est-à-dire que derrière le terme de motricité qui est un peu générique, eh bien, dans tous les cas, il y a toujours des moyens détournés pour progresser. On va progresser parce qu'on monte certains indices physiologiques, mais on va progresser parce qu'il y a des indices psychologiques, la motivation, qui vont progresser, parce que techniquement on va s'améliorer, on peut très bien être capable, je dis n'importe quoi parce qu'on ne le fait pas trop en milieu scolaire sauf en CP5, mais on peut très bien apprendre à quelqu'un à soulever 20 kg de plus dans un mouvement d'haltérophilie en une journée. Parce qu'on va lui donner un meilleur placement, parce que, et ça, concrètement, on a amélioré sa force. Alors on n'a pas amélioré la nature de ses fibres musculaires, d'accord, mais on a amélioré sa force. Et c'est ça qui compte. C'est le résultat que vous avez. Parce qu'elles s'influencent entre elles de façon très directe à ce niveau de pratique. Je vous montrerai le schéma de Zadorski tout à l'heure. Il y a un âge et il y a un niveau d'expertise où quand on travaille un secteur, on améliore tous les secteurs. C'est de moins en moins vrai au niveau que l'expertise monte. Et donc, nous, on joue sur un public dans lequel un travail centré sur un aspect va avoir des influences positives sur d'autres aspects. Ça aussi, ça permet de gagner du temps. Si en plus, l'aspect sur lequel on se centre, c'est l'aspect le plus favorable à développer à un âge donné, pour une tranche d'âge, eh bien, on va aller beaucoup plus vite à progresser. Parce que l'appétence des élèves pour la discipline n'est pas plus difficile à obtenir dès lors que l'on tient réellement compte de leur représentation réelle. On n'est quand même pas la discipline. Alors on va dire, ouais, mais ils aiment plus l'effort, c'est des gravataires juvéniles, etc. Mais c'est quand même pas en éducation physique qu'ils aiment le moins. Il y en a qui n'aiment pas.
C'est d'accord qu'il y en a qui n'aiment pas, mais j'aime encore moins les maths, quoi. Donc, on se pose des problèmes métaphysiques qui ne sont pas obligatoirement les plus difficiles, mais il faut partir de leur représentation. Dire à un gamin qui a un niveau qu'il ne faut pas qu'il gagne, ou ça ne sert à rien de sauter haut du moment que la forme gestuelle est respectée. Non, il faut aussi tenir compte de ce qu'eux, ils ont envie, quoi. Hein? Jamais le droit de se mettre avec leurs copains, jamais le droit de etc. Faisons attention à ne pas devenir trop coercitif. Encore une fois, caricatural, mais par rapport à ce que peut-être d'autres discours vous tiennent, vous ferez votre choix. Hein? Mais tombons pas dans l'excès de... on les socialisera d'autant mieux qu'on les mettra dans des conditions qu'ils vont retrouver dans la société. Je ne suis pas un fanat du capitalisme, machin, ça c'est clair. Mais des hiérarchies, il en existe. Il en existe au départ. Qu'on puisse essayer de les gommer ou d'utiliser... de toute manière, il n'y en a aucun qui est parfait partout. Hein? Ou alors celui-là, voilà, il est comme ça. Mais il faut partir de leur représentation à eux. Il ne faut pas passer notre temps, au moins au départ, à ne pas les respecter, leur représentation. Hein? Faisons par exemple, je vous ferai des propositions, construisons les systèmes d'évaluation qui vont avoir à passer un peu avec eux. Alors on fait de la maïeutique, on les dirige, on est les profs quand même. Hein? On les oriente vers ce qu'on a un petit peu envie, mais quelque part on retient aussi certaines de leurs idées. Et à ce moment-là, ils savent ce qui les attend, et souvent ils le respectent dans ces conditions-là. Et quand ça devient incompréhensible, faut faire attention. Moi aussi, j'en ai vécu des systèmes d'évaluation incompréhensibles. Où, des fois, il ne faut pas tomber dans l'exagération non plus. Hein. Quand je fais, 3 fois 500, c'est une belle épreuve. Hein. C'est moi qui l'ai fait. Hein. Donc, mais pas obligatoirement, toujours... quand on tombe dans l'exagération et qu'on demande à des gens d'être à la seconde près, et s'il y a du vent ce jour-là, et puis que sur une série d'avant, c'est difficile quand même de respecter une seconde. Alors après, on va avoir fait une 19, une 21 et une 14, et on va se prendre une bâche par rapport à celui qui a fait 2,30, 2,30, 2,30, quoi. Enfin non, c'est pas comme ça, hein, mais quelque part. Pas si loin que ça. C'est pas si loin que ça. Parce que plusieurs domaines d'action pourraient être combinés dans des activités scolairement didactisées. C'est-à-dire que, moi je trouve, je continue à lire la revue EPS, etc., mais je trouve des idées fantastiques. Fantastiques des collègues, il y a des propositions qui sont géniales. Mais quand des fois il y a des propositions qui sont vraiment des activités, des APSA qui sont didactisées, et puis après, quand on veut les mettre en place, on va nous dire « Ah oui, mais c'est pas les activités de référence. » Attendez, vous demandez je prends n'importe quel exemple, que ce soit du pentavon ou du triple saut, tu me dire 90% des terminales, ça prend qu'est-ce que c'est que le triple saut. Donc, que ce soit le pentavon, ça ne va pas les bouleverser au niveau culturel. Hein. Donc, on a le droit de faire de construire des épreuves d'éducation physique. Je vous ferai des propositions sur qu'est-ce qu'on pourrait faire. Non, ce ne sera pas les pratiques sociales de référence, mais ça aura le même esprit. D'accord? Parce que sinon, alors à ce moment-là, faisons faire du 110 mètres en terminale. 9 mètres 14, 1 mètre 06, là on est sûr que personne passe. Et puis la logique, elle n'est plus du tout la même chose. Des fois, je voyais des enseignants qui ne sont pas des grands spécialistes d'athlé. Encore une fois, je tape peut-être un peu fort sur la discipline, parce que je trouve que c'est une profession, j'allais dire, les profs de gym, ils sont géniaux. Mais ils se posent tellement de questions pour prouver qu'ils ont le droit de vivre, que des fois... alors, il y avait des gens, ils faisaient 3 foules. Il fallait faire 3 foulées dans l'intervalle. Je vous le décris, le gamin, les 2 premières relais, il est franchi en 3 foulées.
et puis il se plante sur la troisième, donc derrière il fait du triple saut, et puis derrière il peut plus, hein, et donc il se fait sabrer. Mais il n'y a aucun règlement athlétique qui dit qu'il faut faire 3 foulées dans l'intervalle. C'est du délire ça. Ben, je vous donne même un truc, moi je le verrai peut-être pas, mais vous le verrez. Un jour, le record du monde du 110 mètres il sera battu par un gars qui fera 2 foulées dans l'intervalle. D'ores et déjà, c'est déjà fait. Pas le record du monde, mais il y a bien un gars qui a fait moins de 15 secondes en faisant 2 foulées dans l'intervalle. Un basketteur croate, hein, regardez à l'heure actuelle. Ils attaquent à 2,50 m, ils réceptionnent à 1,50 m derrière. Il reste 5 mètres pour faire 2 foulées. Le Usain Bolt, il foule à 2,70 hein, quand il court. Seul problème que ça pose en ce moment, c'est qu'il faut un gars qui court bien, qui fasse 1,95 m et qui sache passer des 2 jambes. Parce qu'à 2 foulées, on passe des 2 jambes. D'accord? Mais ça sera battu un jour. Ça sera battu. Mais il n'y a jamais de règlement qui dit 3 foulées. Alors pourquoi les profs de gym qui disent nous c'est pas du sport, ils sont encore plus sportifs que ceux qui en font?